Isaac, Kofi, bonjour, Lompo. Non, continuez à vous connecter, c'est très bien. Voilà, on va démarrer petit à petit comme d'habitude, hein, comme vous le savez aujourd'hui. Ah, le Canada toujours. Voilà, les nouveaux venus, n'hésitez pas à nous mettre vos pays dans le chat pour qu'il y en ait une petite origine de la diversité de notre audience. Le Maroc, on a également des gens depuis le Maroc, Abidjan comme d'habitude. Abidjan est toujours présent. C'est la première fois pour Maïchatou qui nous vient du Burkina. Très bien, bonjour Maïchatou. Nous, on est là tous les samedis avec les membres de la communauté. Donc, merci à vous de jouer le jeu. Il est très tôt. Pour certains, il est très tôt au Canada. Pour d'autres comme moi, il est 11 heures. Pour ceux d'Abidjan, il est 10 heures. Pour Yann, là où il est 10 heures, il est 11 heures également. Donc voilà, c'est une matinée qu'on prend pour venir apprendre auprès de Yann, qui va se présenter tout à l'heure, son profil, son parcours et surtout nous donner quelques pistes, quelques éléments de réponse pour mieux nous positionner, pour décrocher la carrière de nos rêves en Afrique. Le Togo également est représenté, l'île est représentée, Paris avec Fabiola. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Continuez à mettre dans le chat. On va commencer à démarrer progressivement. Je vais partager mon écran. Yann, tu me dis dans un instant si tu vois bien mon écran. On va faire ma page là, ici. Est-ce que vous voyez mon écran? N'hésitez pas, vous pouvez mettre des pouces ou Yann pourra me dire également. Je vois. Super. Mariama depuis Conakry. Ah, la Guinée. Conakry, bonjour Mariama. Le Niger aussi, waouh. Hello Abdel. Continuez à vous connecter, à nous dire votre provenance. Merci à tous d'être là. On va démarrer petit à petit pour laisser les retardataires nous rejoindre. En général, un petit exercice qu'on fait, Yann, en attendant que les gens nous rejoignent, c'est on va te demander tes petits commentaires sur les statistiques de nos participants, qui on est. Donc, il y a environ 500 personnes qui se sont inscrites pour venir apprendre ce matin. Il y en a qui seront là pendant le live, il y en a d'autres qui seront en replay et qui attendent les vidéos impatiemment ce soir sur le replay. Mais voilà, il y a 500 inscrits, dont 67% d'hommes, 33% de femmes. Déjà, ce ratio genre, qu'est-ce que tu en Mhm. penses en général par rapport à tous les talents que tu vois passer qui veulent rentrer en Afrique? Bon, je pense que là, le ratio homme-femme est un peu plus élevé, mais malheureusement, il est assez déséquilibré, hein. Même quand je regarde les gens que j'accompagne, les gens qui m'approchent, il est assez déséquilibré en faveur des femmes. On est sur 40-60 à peu près. Et ouais, c'est le même ratio que les entrepreneurs et les CEO en Afrique disent et regrettent dans leur staff. C'est plutôt du 65-35 comme ça. Ok, donc c'est pas, voilà, c'est quand même assez réaliste alors. Mhm. Et toi l'idéal, c'est vraiment tendre vers au moins 60-40 voire 65 au fur et à mesure, quoi. Bah oui, 45. disons que oui, oui, c'est un idéal de diversité. Ouais. C'est ce que l'on souhaite. Ouais, tout à fait. En termes de secteur, le top Mhm. 3 des secteurs qui sont inscrits, donc banque et finance en premier, suivi par la marketing et com et la technologie. Est-ce Mhm. étonnant ou pas? Aucune surprise. Ah ouais, donc Non. c'est beaucoup la banque et finance que tu reçois de la demande aussi bien Alors, côté. je ne recrute pas spécialement dans la banque finance, mais je sais que la banque finance est un gros recruteur sur le marché africain. Mhm. Et sur les secteurs, les fonctions marketing et communication, c'est aussi un classique. Tout à l'heure, quand on parlera des autres secteurs plus loin qui marchent en Afrique, je vous donnerai un éclairage un peu différent. Tout à fait. Après, en termes de nombre d'années d'expérience, ça, on commence à être habitué, hein. La cible 1 à 5 ans, ils sont très représentés à nos masterclass. C'est la cible qui est en train de créer son parcours et a besoin d'apprendre. Donc, Mhm. c'est toujours 1 à 5 ans, suivi par 6 à 10, suivi par 11 à 15. Je ne sais pas si toi, dans ton audience de talent en général, est-ce que tu as un positionnement, tu nous diras tout à l'heure, un positionnement en termes de seniorité quand tu recrutes, quand tu reçois des demandes de recruteurs d'emploi? Je suis plutôt positionné encadrement supérieur et dirigeant, donc disons 15 ans et plus. Mais Mhm. enfin, je connais également pas mal le marché des talents en dessous. OK. Mm. Très bien. Et enfin, en termes de localisation et type de conseil, en termes de profil déjà, on a beaucoup plus de salariés, hein. 75% des inscrits sont des salariés, ils sont là pour cela. Il y a quelques Normal. entrepreneurs, quand même 15% d'entrepreneurs qui sont là pour comprendre un petit peu le marché du recrutement, les Mm. insights que tu peux leur apporter. Et tu Mm. as 7% de personnes dans ton secteur, voilà, des RH, des gens dans le RH qui veulent comprendre un petit peu les perspectives du secteur, ton point de vue sur cela. Mm. Voilà. Mm.
Et enfin, la localisation. Ben, on a bien sûr hein, une grosse audience déjà basée en Afrique. En Afrique, comme tu as pu le voir dans le chat, hein, 85% de l'audience est déjà en Afrique et 15% est entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie, un petit peu en Asie également, avec un top 3 en Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, dans OK. les pays représentés. Voilà pour les petites statistiques. On a reçu beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on t'a envoyé la fiche un peu en retard hier. On a reçu, je crois, une 85 questions. Très pertinentes les questions qu'on a essayé de résumer en 10 questions phares qu'on t'a montrées. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes sur ces questions-là. J'espère que tu pourras éclairer certaines d'entre elles. Tu me mets la pression, Aouda. Non, J'ai la pression. non, c'est l'audience, c'est l'audience. Cher membre de la communauté, il n'y a pas de souci, hein. Yann va prendre également une ou deux questions en live également qu'on va adresser. Donc, il y a pas de souci pour ceux qui n'ont pas pu envoyer leurs questions. Donc, Je voilà suis, un petit peu. je suis assez étonné par par la localisation Ah, dis-moi. qui est si peu de personnes en Europe. Euh, En Europe, après, c'est aussi lié à notre communauté, je pense, hein. Dans notre hmm, communauté, on a une forte communauté déjà basée en Afrique, même si ouais. les clients derrière, c'est beaucoup une base diaspora qui passe en termes de clients. Je crois que Hmm, dans le top 5 qu'on t'a envoyé, le numéro 4 c'est la France, si je ne me trompe pas. hmm, Attends, tu checkes ça rapidement, mais la majorité, hein, c'est souvent ceux qui sont déjà sur le continent. Oui, la France est arrivée numéro 4 avec environ, la France et Sénégal 4 et 5 en termes d'inscrits. On verra tout à l'heure dans les questions qu'on recevra. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, on a déjà une bonne base qui nous a rejoint et qui continuera à nous rejoindre. Donc, on va enchaîner petit à petit, encore dans une petite introduction, un petit jeu qu'on joue avec la communauté pour introduire l'espère. Tu as déjà joué ce jeu dans les vidéos, mais on va te les reposer en live au cas où si tes réponses changent. Je coupe mon partage d'écran parce qu'on veut mettre le zoom sur Yann. Donc, l'équipe, n'hésitez pas à mettre Yann en grand sur l'écran. Yann, on a trois questions pour toi. C'est le brise-glace mhm. auprès de la communauté pour découvrir Yann sous trois nouveaux angles. Donc, Yann, dis-nous, comment est-ce qu'on bâtit un réseau professionnel robuste en Afrique? Comment? Euh, il y a pas de secret et l'Afrique ne fait pas vraiment de différence, hein. Mais sauf peut-être que la question des relations et de l'entre-gens, des relations interpersonnelles, il y est plus forte. Les membres du réseau sont plus demandeurs de relations interpersonnelles. Et donc, on en parlera, mais la nécessité de créer ce réseau-là par de la rencontre est super fort. Il y a un autre aspect également qui est que, comme l'information est assez rare et confidentielle, les gens qui veulent se faire un réseau, qui veulent avoir de l'information stratégique, ont tout intérêt à passer par les experts qui ont déjà l'information, qui ont pratiqué le marché, voire qui se sont trompés parfois, et de faire Mhm. l'économie de l'erreur en ayant leur contact direct. Moi, c'est voilà, c'est en ça que ça me semble important et c'est comme ça on peut l'exploiter. Super. Ma deuxième question pour toi, c'est le conseil que toi-même tu as personnellement reçu qui a marqué ton parcours. Alors, ce n'est pas nécessairement un conseil qui a trait au réseau, Oui, non mais pas forcément religion. OK, c'est un conseil qui m'avait été donné, qui nous avait été donné à l'époque en école de gestion, en école de management par un professeur qu'on aimait beaucoup, qui s'appelait Omar Aktouf, et qui nous disait, il était un peu iconoclaste, il nous disait, alors qu'il enseignait dans une école de management, il nous disait, vos écoles de management, là, vos écoles de commerce et de blabla, là, c'est des usines à former des égos comme ça. Donc, vous feriez mieux de commencer à vous méfier de vos propres égos. Et pour ce faire, je vous recommande vivement de sortir un peu des clous dans lesquels on vous met. Allez vous cultiver par de l'humanité, enfin, par les arts et la culture. Allez développer votre cerveau de créativité, etc. Parce qu'il était persuadé, démonstration scientifique à l'appui et statistique, que les managers les plus efficaces étaient ceux qui arrivaient à équilibrer cerveau gauche et cerveau droit. Et donc, à l'époque, ça m'avait vraiment euh, choqué positivement et c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer. Et d'appliquer. Très bien. Donc, en gros, c'est voilà, sortez de vos, voilà, remettez-vous souvent en question. Remettez-vous souvent en question et essayez, voilà, essayez à la fois de faire appel à votre cerveau gauche et cerveau droit. Good to know. Et mettez votre ego sous contrôle. Ego sous contrôle. Très bien.
Un conseil très important. Troisième question, troisième et dernière question pour toi. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Je serais le scarabée. On en avait parlé, je serais le On a scarabée. tellement rigolé avec l'équipe que tu... Je serais le scarabée. Pourquoi? Je ne serais pas le lion, je ne serais pas le guépard, je ne serais pas l'éléphant. Je serais le scarabée parce que le scarabée est un, quand vous regardez, c'est un animal pollinisateur. C'est un animal qui, quand vous l'observez, qui prend une boule de bouse, la fait rouler, évite les obstacles, mais avec une détermination sans faille, et jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Et voilà, c'est un animal que j'aime bien. Et plus particulièrement le scarabée doré, qui est un animal symbolique auquel je suis personnellement attaché pour d'autres raisons. Très bien. Scarabée, c'est marrant. Ça montre toujours un visage caché des espèces qu'on découvre à travers les animaux. Et des petits mots bonus pour entourage, qu'est-ce que tu penses de l'initiative? Ouais. Ben, on en parlait, hein? On en parlait tout à l'heure, on en parle à chaque fois que je te vois. Je te disais c'est le genre d'initiative, quand un entrepreneur la voit, il se dit, mince, ça c'est l'idée que j'aurais voulu avoir. C'est une très très bonne initiative parce que ça permet de faire voir, de donner à voir l'Afrique d'une autre manière, une Oui, Afrique dynamique, une Afrique de gens qui sont déterminés et orientés sur le continent. Et oui. puis, c'est aussi une initiative, quelque part, moi, je trouve, qui permet de partager des ressources. Elle a quelque chose de fédératrice. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc, vraiment, j'aime beaucoup l'initiative Entourage. Super. Merci beaucoup, Yann. Voilà la communauté, voilà Yann, qu'on a découvert le brise-glace de Yann sous ces trois questions. On va démarrer la masterclass maintenant, si vous me le permettez. Est-ce que tu vois mon écran à nouveau? Je Oui, repartage je mon vois ton écran, oui. Je partage l'écran. Hop là. Donc, bonjour à toutes et à tous. Oui, il y a quand même pas mal de participants déjà connectés. Merci à vous tous qui êtes connectés de partout dans le monde, surtout en Afrique, même s'il y en a depuis le Canada et la France. Yann et moi sommes très reconnaissants que vous soyez là ce matin pour cette masterclass qui s'annonce très intéressante. Je présente brièvement Entourage pour les nouveaux membres qui ne nous connaissent pas encore. Je suis Ravdat Aminou, je suis la fondatrice d'Entourage. Comme Yann l'a dit, Entourage, c'est une mission que les experts et nous, on se donne de démocratiser l'accès aux experts de premier plan en Afrique. Ces experts, hein, c'est plein de visages que vous reconnaissez. C'est un échantillon de tous nos experts qui jouent le jeu aujourd'hui, qui sont là pour vous aider à accélérer votre trajectoire en Afrique, parce que ce sont des devanciers. Comme Yann l'a dit, c'est des personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que vous, qui les ont surmontés avec du succès ou même avec de l'échec et qui peuvent partager ces retours d'expérience avec vous pour vous aider à aller plus vite et éviter de commettre ces mêmes erreurs. C'est des décideurs. La majorité d'entre eux sont des chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui en position de vous apporter des opportunités, des marchés si votre projet ou votre profil les intéresse. Et c'est des facilitateurs. Ils peuvent également vous mettre en relation avec le bon contact et vous partager leur carnet d'adresse si votre projet est jugé pertinent lorsque vous échangez avec eux. Entourage, c'est la plateforme www.entourage.africa. Le lien est mis dans le chat par l'équipe. Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir ce qu'on fait. On a des experts qui nous aident aujourd'hui à soutenir ceux qui veulent construire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. C'est quoi concrètement? C'est une plateforme qu'on a bâtie, une plateforme qui vous permet de réserver des appels vidéo payants de 30 à 60 minutes avec des experts de premier plan comme Yann pour obtenir des conseils personnalisés pour soit développer votre carrière, votre business ou votre entreprise. Ou votre expertise, pardon. Concrètement, avec Entourage, c'est trois choses. Vous accédez à des experts de qualité qui sont inaccessibles, mais qui jouent le jeu et consacrent en moyenne 1 heure par semaine pour accompagner les talents d'entourage. Vous obtenez des conseils personnalisés parce que là, c'est le moment, c'est votre moment pour présenter votre cas, votre projet et avoir leurs conseils personnalisés. Et ensuite, vous atteignez vos objectifs plus rapidement et facilement parce que vous avez eu ces conseils et parce que derrière, l'équipe entourage vous soutiendra pour mettre en pratique ces conseils. Et aujourd'hui, Entourage, en fin janvier, on avait 5 mois d'existence. On s'est lancé en septembre, donc c'est tout jeune. On s'est lancé, on a déjà un réseau d'experts exclusifs qui sont au service, qui mettent leur savoir-faire au service du continent. C'est plus de 60 experts aujourd'hui qui ont plus de 20 ans d'expérience sur le continent. C'est 16 nationalités représentées par ces experts-là, 23 secteurs couverts par l'ensemble d'entre eux et 36 pays impactés. Donc, il y a forcément la réponse à votre problématique sur Entourage de par ces experts-là. Et tous les mois, l'équipe et moi, on fait le travail d'ajouter de nouveaux experts et des experts qui nous recommandent d'autres experts,
notamment. Et ce réseau grossit petit à petit pour vous accompagner sur votre projet et votre trajectoire en Afrique. www.entourage.africa. Voilà un petit peu la présentation d'Entourage. Sans plus tarder, maintenant, on passe à la masterclass de Yann au programme. Donc, une keynote que Yann va animer sur la thématique dans l'esprit d'un chasseur de tête, les clés pour vous démarquer et décrocher la carrière de vos rêves en Afrique. Ensuite, on passera au Q&A où on posera les questions qu'on a collectées de chez vous à Yann. Et bien sûr, Yann prendra une ou deux questions dans le live pour agrémenter tout cela. Et ensuite, on vous répondra comment est-ce que vous pouvez aller plus loin avec Yann. Voilà. Yann, la parole est à toi. Est-ce que je partage mon écran maintenant ou un peu plus Bien sûr. tard? Comme OK. tu veux. Déjà, tu peux commencer à t'introduire ton profil. Moi, j'ai arrêté le partage d'écran et tu as la main. OK, parfait. Alors, donc, je suis Yann Razoumin. J'ai une... je vais peut-être d'abord partager. Pour info, vous avez le Q&A, Q&A, hein, chère communauté, pour mettre les questions. Si vous avez des questions pour Yann, c'est dans la partie Q&R, pardon, tout en bas de votre écran. Je ne peux pas partager mon écran. C'est ça. Tu vois le bouton partager, c'est bon? Euh, Ah, on a perdu Yann. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va se reco- C'est bon, il est de retour. Tu nous Pardon. entends? Oui, je vous entends. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vois le Alors, bouton partager en bas oui, je là? vois le bouton partager, Ah, Google Chrome, Microsoft PowerPoint. Euh, t'arrives pas à trouver ta présentation, c'est ça? non, je la trouve, mais il y a problèmes de confiance. Enfin, C'est très simple. Tu sais ce qu'on va faire? Prends oui, juste une minute. Envoie-le-moi par mail. Moi, je partagerai mon. je te l'envoie tout de suite. OK. Prends juste 10 secondes, tu me l'envoies par mail. Et pendant que tu parles, moi, je projetterai après. Donc, chers membres, c'est les aléas du direct. Yann va prendre quelques secondes pour l'envoyer par mail. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le live. Si vous avez des questions sur Entourage, des questions sur le parcours de Yann, voilà. Dès qu'il finit de m'envoyer le mail, il y répondra de manière concentrée tout à l'heure. Mais en tout cas, déjà, merci à tous ceux qui se sont connectés. J'ai vu dans le chat tout à l'heure les différents pays dans lesquels vous êtes. Franchement, surtout ceux du Canada, good job à vous. Merci d'être présents. Ceux de la Côte d'Ivoire, merci toujours à vous. Vous êtes toujours les premiers, toujours les premiers représentés dans nos chats, dans nos masterclass. Merci, merci énormément. Donc, Yann est en train de m'envoyer la présentation. Pour ceux qui se sont connectés et qui n'entendent pas de son, il y a pas de problème. Yann essaie de m'envoyer sa présentation pour que je la projette. Il y a un problème, il y a un petit problème technique et on reprend juste après à ce moment-là. Allô Yann, c'est bon, voilà, ton micro est activé. Tu me l'as envoyé, c'est bon. Je l'ai envoyé chez Olivia, Chez Olivia, c'est-à-dire. sur le email Olivia, ta collaboratrice. Ok, je ne savais pas que j'avais son email, c'est pour ça que je suis étonnée. Ok. Olivia, donc si tu reçois, envoie-la moi. Sinon, Yann transfère-la moi directement à mon adresse email comme d'hab. Sinon, voilà, commençons la masterclass déjà. Voilà, commence à parler de ton parcours. Qu'est-ce qu'un chasseur de tête? Bien, très bien. Alors, sur mon parcours, donc, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parfait. Désolé pour ce petit contretemps.
Pas de souci. Donc, j'ai aujourd'hui une vingtaine d'années d'expérience et ma particularité, si vous voulez, c'est que j'ai eu l'opportunité de pratiquer mon métier avec un regard à 360 degrés sur le continent africain en tant qu'employé et employeur, où j'ai monté et géré un cabinet de recrutement pendant plusieurs années, et également au sein de cabinet de recrutement et de chasse en région parisienne, ce qui m'a permis de voir de l'intérieur les réalités de cette activité en travaillant sur les départements Afrique de ces cabinets. D'accord. Alors, est-ce que vous les avez reçus? Pas encore, pas encore. Ah, c'est bon, on l'a reçu. On l'a reçu. T'inquiète. Continue, continue dès que c'est bon, je partagerai. C'est bon, j'ai reçu, moi. Désolée vraiment pour ce content, hein. Mhm. Ok, c'est bon, je l'ai. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Ok, très bien. On y va. Let's go. Je pars. très bien. La première chose peut-être que je veux faire, c'est un peu distinguer ce qu'on appelle chasseur de tête et ce qu'on appelle recrutement par deux, trois éléments et qui permettront également de savoir comment on les approche et pourquoi on les approche peut-être différemment. La première chose, c'est qu'un chasseur de tête intervient à un niveau plutôt de complexité et à un niveau stratégique. C'est parce qu'il y a une rareté qu'on fait appel à un chasseur de tête. Et du coup, comme c'est des fonctions plutôt élevées, c'est à une fréquence plutôt faible. Ce n'est pas tous les jours qu'on recrute un dirigeant ou un membre de comité de direction. Un chasseur de tête étant commercial, pressé, et on verra pourquoi c'est important dans la manière pour les talents de l'aborder. Je me souviens, moi, quand j'avais débuté en cabinet de chasse, il y a un manager à moi qui m'avait dit, alors que je commençais à gérer l'émission, qu'on m'avait apporté, il m'a dit, Man, maintenant you kill what you eat. Ça veut dire, tu vas chercher tes mandats, tu vas chercher tes affaires et en même temps que tu fais ton travail d'évaluateur, de recruteur, tu fais un travail de commercial parce que tu dois connaître le secteur, tu dois connaître tes clients et développer ce portefeuille. Donc, le chasseur de tête est quelqu'un d'extrêmement pressé qui fait différentes choses de différentes natures à la fois. Et il y a quantité d'autres raisons pour lesquelles on fait appel à un chasseur de tête. C'est pour des raisons de confidentialité, bien sûr, pour des raisons parfois de prestige et d'image de marque, parce que quand on cherche des très hauts talents, être approché par un chasseur de tête rehausse l'image de marque de l'entreprise, à tort ou à raison, mais c'est ainsi. Parfois, c'est des questions de délai également. On est pris par le temps, une fonction très importante, très stratégique. Il faut aller vite. Le chasseur de tête a un réseau, a un portefeuille, on lui fait appel. Il permet aussi d'avoir une prestation RH globale, c'est-à-dire qu'au-delà de la recherche et du sourcing, il propose également de l'évaluation de candidature, l'accompagnement de l'entreprise quant à la prise de fonction du candidat et, par exemple, la prise de référence. Et aussi, tout simplement, parfois, les entreprises ont l'idée d'aller débaucher chez un concurrent. Simplement, c'est mal vu de le faire en direct. Et donc, le chasseur de tête est l'espèce d'agent secret qui peut aller faire ça pour eux en toute tranquillité. La différence essentielle entre un chasseur de tête et on va dire un cabinet de recrutement ordinaire, c'est dans la différence d'approche. Le chasseur de tête fait ce qu'on appelle le pooling. C'est l'approche directe, c'est-à-dire qui se rapproche des talents qui l'intéressent et il les amène à lui. Donc, il y a tout un travail bon, on ne va pas dévoiler tous les secrets ici, ce n'est pas le lieu non plus, mais pour aller toucher les personnes, même quand elles ne sont pas en demande d'emploi. C'est même d'ailleurs souvent les personnes les plus pertinentes pour lesquelles tout va bien, à qui on doit aller raconter la belle histoire de leur prochain emploi, versus le phishing où, bon, phishing, on pêche, la ligne est tendue et puis on attend que ça mord. Donc, c'est vraiment deux différences d'approche essentielles.
Tu peux, voilà. Et donc, si on devait rapidement essayer par deux images, de voir quelle est la différence entre le chasseur de tête et le recruteur, la première image, c'est l'image de la piscine. Le chasseur de tête, si vous voulez, il va dans les profondeurs pour aller chercher on va dire, là, c'est représenté par des pièces en or, des candidats, des talents extraordinaires, avec du matériel, des outils, des méthodes poussées, quand le recruteur, en guillemets, reste un peu en surface utilise ces bases de données existantes, les candidats déjà existants ou les gens qui ont postulé. Donc, il y a vraiment un travail plus en profondeur, plus time consuming pour le chasseur de tête. Et puis, comme je vous le disais, très important, c'est un commercial pour lequel le temps est extrêmement important et il faut savoir l'aborder en connaissant de cette question du temps. Alors, j'ai voulu vous parler également, c'est beaucoup revenu dans les questions qui m'ont été posées en amont de la présentation. Qu'est-ce que les recruteurs et les employeurs en Afrique recherchent chez les talents, que je leur présente totalement, mais de manière générale? La première des choses qu'ils recherchent, c'est l'adaptabilité et la résilience. Parce que, comme on dit dans certains de nos pays, c'est le terrain qui commande. Et le terrain commande tellement bien parfois que comment dirais-je, il ne se passe pas toujours les choses qu'on a prévues. Et quand on n'est pas formaté et qu'on n'est pas habitué ou qu'on n'a pas la capacité de s'adapter, ça peut être très déstabilisant. Et donc, les employeurs recherchent dans les soft skills cette capacité de s'adapter, d'être tenace, d'être dur au mal, mais plus que ça, d'avoir la capacité de trouver des idées, comme on dit en bon français, out of the box, qui ne sont pas nécessairement intuitives, mais qui permettent de faire tenir, voire de développer le business. Donc, adaptabilité, créativité, ingéniosité. Management de manager également. On cherche des gens, si vous voulez, on a les managers fonctionnels, les managers qui exécutent, entre guillemets, facile à trouver, mais les gens qui savent manager des managers, c'est un peu plus compliqué. Et c'est ce que l'on nous demande de trouver et d'évaluer cette capacité, avec parfois un paradoxe où les employeurs nous disent, mais ce même ego qui a permis à ces managers d'arriver aux fonctions où ils sont et de prendre le pouvoir, ce même ego, parfois, est l'ego qui les fait déraper. Et donc, ils cherchent des personnes qui, malgré tout, savent garder cet ego sous contrôle. Bon, ça peut être paradoxal et être le signe d'une schizophrénie gentillette, mais c'est quand même quelque chose qu'on nous dit souvent. Et une particularité pour les RIPAD, je sais qu'il y en a un certain nombre dans l'audience, les employeurs et les DRH en particulier ont une peur bleue parce que leur expérience leur montre qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de back-out, donc de gens qui veulent rentrer en Afrique, qui font tout le process, parfois qui rentrent et ça ne se passe pas bien et ils repartent. Et ils cherchent à être convaincus de la permanence du projet du retour de ces types de candidats. Je parle des candidats RIPAT. Donc, c'est bon à savoir également plutôt que d'attendre qu'on vous le demande, quand vous êtes en entretien, de donner les éléments de preuve qui permettent d'être convaincu de votre permanence du retour. Alors, comment pister les bonnes opportunités en Afrique? C'était également une des questions qui est revenue assez fréquemment. La première chose, vous avez dû vous en rendre compte si vous avez commencé votre projet de recherche active, c'est que l'information est confidentielle, voire opaque, l'information sur les opportunités. Et ce que l'on voit, c'est-à-dire les annonces, ce qui apparaît, n'est pas du tout représentatif en termes de nombre, même en termes de qualité, de la réalité. Donc, on ne voit qu'une petite proportion des opportunités. Euh, mes 15 ans d'accompagnement des talents et dans la chasse de tête particulièrement m'ont permis de voir, de faire une espèce de diagnostic de ce que du temps qu'allouent les talents dans les différentes modalités de recherche. Ces modalités sont les publications d'annonces existantes et visibles, la stratégie de personal branding, notamment sur LinkedIn, les stratégies réseau personnel et l'approche de chasseur de tête de cabinet orienté recrutement. Et moi, les chiffres me montrent que les gens consacrent 70% de leur temps dans la recherche des publications et des annonces, même s'ils me disent dans la même lancée qu'assez rapidement, on tourne autour des mêmes annonces, etc. Et seulement
10% à peine en moyenne dans tout ce qui est stratégie de personal branding, 10% sur les stratégies réseau personnel et à peine 10% dans l'approche des chasseurs de tête et des cabinets de recrutement. Ce que je conseille en général, et pour arriver à un certain équilibre, c'est de consacrer à peu près 25% sur chacune de ces modalités de temps, constatant que les publications et les annonces sont pas si nombreuses et que finalement on retourne toujours en rond autour des mêmes. C'est pas rationnel de passer 70% de son temps sur ça. Donc, 25% sur les publications, 25% sur les stratégies, 25% sur le réseau personnel et 25% sur les recruteurs et la chasse de tête. Alors ici, c'est juste à titre d'information. J'ai listé quelques lieux où on peut trouver les annonces. On les trouve sur les job boards, on les trouve sur les pages des cabinets de recrutement, on les trouve sur les annonces sur LinkedIn en validant les emplois et les pays qui nous intéressent. Et puis, on le sait moins, on y fait moins attention. Il y a des pages internationales sur des sites comme France Travail, l'APEC, euh, où on trouve également des annonces Afrique. Et dans les pages des journaux papier nationaux en ligne, on trouve également des annonces qui peuvent intéresser les talents intéressés par les emplois sur le continent. Alors, le personal branding est une des deux secondes modalités, une des quatre modalités que j'ai citées tout à l'heure. Et c'est super important de pouvoir activer ce personal branding-là. Finalement, le personal branding, c'est l'idée de dire la manière dont j'amène ma cible à s'intéresser à moi, à être convaincu que je suis la personne la plus idoine en agissant sur des vecteurs, des éléments comme le talent, la compétence, les valeurs, faire savoir les valeurs qui sont les miennes, mais également les actions que je mène. C'est donc une démarche volontaire qui prend du temps. C'est une démarche dans laquelle l'authenticité est super importante. C'est une démarche dans laquelle il faut être cohérent et c'est une démarche qui prend du temps, c'est-à-dire qu'on ne construit pas une marque personnelle overnight, c'est de la constance et c'est au moins sur du moyen terme. Et c'est important parce que, je vous le dis parce que je le fais et beaucoup de mes collègues recruteurs le font, 55% des recruteurs considèrent une embauche en se basant sur les profils sociaux des candidats et surtout en allant regarder les traces digitales qu'ils laissent dans les groupes LinkedIn, dans les échanges thématiques, etc. Donc, si on devait synthétiser un petit peu la démarche pour établir son personal branding, c'est une démarche en 4-5 points. La première, c'est de prendre le temps de découvrir, de définir, d'accepter sa marque personnelle. C'est pas simple, des fois on découvre des choses, on n'est pas toujours à l'aise avec, et il faut être parfaitement à l'aise, prendre le temps de défricher et être au clair sur ce que c'est sa marque personnelle. Il faut ensuite définir son audience et sa cible, créer et utiliser des contenus et supports qui valorisent votre savoir-faire et avoir une communication soft qui est plus une communication de suggestion qui va permettre à votre cible de savoir les compétences que vous avez et de défiler votre image en leur direction. Donc, du factuel, de l'illustration et vraiment du storytelling plus que de l'affirmation en tant que telle. Et puis, ça s'entretient régulièrement une présence en ligne. Le troisième élément super important, ce sont vos relations avec les chasseurs de tête et les recruteurs. Beaucoup de talents qui, quand ils s'engagent dans la démarche de recherche d'emploi via les cabinets de recrutement, me disent qu'en fait, ils communiquent, ils sont en relation avec un seul recruteur, un seul chasseur de tête. Ça n'est pas rationnel pour une raison simple, c'est-à-dire que le marché du recrutement, le marché des chasseurs de tête, est éclaté en secteurs, en clients et en géographie. Il y a des cabinets qui sont spécialisés en finance, il y en a qui sont spécialisés en industrie, etc. Et au sein de grands même, au sein même de grands cabinets, il y a des pratiques différentes. Et donc, le candidat qui recherche via les cabinets de recrutement a tout intérêt à multiplier
des relations personnelles avec différents chasseurs de tête dans différents cabinets. Alors, ça n'arrange pas nécessairement mes affaires, moi, de vous inviter à aller rejoindre mes collègues, mais c'est votre bien. Et c'est un réflexe que les gens souvent n'ont pas. Ils ont une relation avec un chasseur de tête, voire deux, et puis ça arrête là. C'est dommage de perdre cette opportunité. Euh, Ensuite, dans l'approche de ces chasseurs de tête, il y a quelque chose qui est important de rappeler, c'est que ce sont des êtres humains derrière les machines à chasser. Ça veut dire que dans la manière de les aborder, euh, il y a toujours l'aspect humain et relationnel. Aborder les gens par leur intérêt, par les choses qui leur importent, en regardant par exemple quels sont les sujets qui semblent être les sujets sur lesquels ils rebondissent souvent, est une manière d'ouvrir des portes plus facilement. Euh, c'est ce que j'appelle faire vibrer la corde sensible. Ça marche toujours. Tout à l'heure, je vous disais que les chasseurs de tête sont des commerciaux pour lesquels le temps est super important. Donc, toute chose, toute information que vous leur donnerez qui leur permet de gagner du temps dans cet abord est extrêmement utile. Par exemple, euh, il y a des choses qui marchent très bien avec moi, et je sais que ça marche également avec des collègues à moi, c'est quand des talents qui sont au courant d'informations sectorielles, informations à la recherche de laquelle on est également, tant qu'elles ne sont pas confidentielles, commencent leur abord en disant, voilà, je travaille dans tel secteur, j'ai appris tel nouveau développement, est-ce que vous êtes au courant? Je serais ravi d'en échanger avec vous. Voilà des manières pratiques, concrètes et humaines de rentrer en contact avec les recruteurs. Et je dis également de sachez à rentrer dans la mémoire d'un recruteur dans l'entretien euh, on dit dans notre secteur, braquer notre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on fait un entretien avec un chasseur de tête, il est extrêmement important de considérer que c'est d'abord un échange et de transformer l'échange en narration plutôt que d'être une machine qui débite son expérience de manière carrée et rationnelle, mettre de l'émotion, mettre de l'authenticité, et puis faire monter et descendre la pression, comme je le dis souvent, c'est-à-dire planter le décor d'une situation, expliquer la raison pour laquelle, dans cette situation, en guillemets, si vous ne réussissiez pas, il y avait des enjeux importants, dire comment vous avez fait, ça descend la pression, ça permet de vous garder dans la mémoire de, du chasseur de tête. C'est ce que j'appelle entrer par effraction dans sa mémoire. Et enfin, les erreurs à ne pas commettre, c'est lui faire perdre du temps ou disparaître des radars sans prévenir. C'est des choses qui arrivent parfois. Et là, vous avez l'assurance que vous n'entendrez plus parler de lui. C'est simuler de l'intérêt pour un poste pendant l'entretien et c'est être absolument d'accord avec tout le temps. Parce qu'on cherche des personnes qui ont des personnalités et c'est pas nécessairement un gage de personnalité que d'être d'accord avec tout le temps. Et puis, le quatrième vecteur de recherche d'opportunités, c'est votre réseau en Afrique. Euh, Ce réseau, il est super important. Il est important pour l'aborder, de faire au préalable un mapping des key players dans votre secteur et des objectifs que vous avez, euh, votre proposition de valeur, ce que vous pouvez apporter aux gens de votre réseau. En termes de réseau, les gens font souvent une erreur, c'est de commencer à se demander qu'est-ce que je vais aller demander au réseau avant de se dire qu'est-ce que je vais apporter au réseau. La première des choses à faire, c'est de se demander qu'est-ce que je peux apporter au réseau? Quelle est ma proposition de valeur? Et l'information, souvent, est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les membres du réseau. Euh, la question du temps. Un réseau, ça se construit avec du temps. Euh, et il faut prendre la mesure de ce temps qui est nécessaire. Il faut bâtir la confiance. Et pour les réseaux Afrique et Emploi, je dis souvent à mes talents qui engagent une démarche de retour sur l'Afrique ou une démarche de mobilité régionale d'une région à une autre, que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Souvent, c'est un budget voyage qu'il faut. Typiquement, les talents qui sont restés et ont travaillé en France pendant, je sais pas, 10, 12 ans et qui rentrent en Afrique, euh, ils ne peuvent pas faire l'économie d'aller sur le terrain, savoir comment les choses se passent, rencontrer des gens. Et puis enfin, un relais qui est souvent sous-exploité, c'est le relais des experts et des consultants.
euh, des consultants thématiques qui travaillent pour les entreprises. Ces consultants ont un réseau d'entreprises extrêmement important. Ils connaissent le secteur et souvent, c'est des personnes, des relais indirects qui permettent d'avoir de l'information et des connexions avec votre réseau en Afrique. Enfin, il y a la question de la préparation documentaire. C'est un rappel, mais c'est toujours bon de le faire. Euh, un recruteur, dans les campagnes de recrutement, passe en première lecture 30 à 45 secondes sur un CV. 30 à 45 secondes. Autrement dit, si le CV n'est pas accrocheur et qu'il n'y a pas les éléments pour, euh, pour retenir son attention, malheureusement, il passe en filière 14 et il considérera d'abord les autres CV qui l'intéressent de ce point de vue. Donc, les éléments accrocheurs, ce sont quoi? C'est la manière de mettre en, en forme l'expérience par des illustrations, par des faits et par des chiffres autant que faire se peut. Autrement dit, de donner au lecteur la compréhension directe que dans un nouvel environnement, vous serez capable de faire des choses que vous avez déjà réalisées parce que vous les avez matérialisées. Et attention, aujourd'hui, les recrutements se font beaucoup via les ATS. Et ces ATS, beaucoup de candidats ignorent. Ces ATS font perdre beaucoup de candidatures parce que il faut savoir placer les mots-clés et placer les mots-clés le plus rapidement possible dans votre CV. Il faut savoir éliminer les expériences qui n'ont pas de lien direct avec l'opportunité parce que les ATS ont des systèmes de scoring. Et quand vous laissez des expériences qui n'ont pas de lien direct avec l'expérience pour laquelle vous postulez, votre score diminue. Et donc voilà. Et puis il faut aussi, dans les ATS, important, on va dire, passer à travers les ATS correctement, éviter tout ce qui est tableau, tout ce qui est logo, tout ce qui est couleur. Typiquement, par exemple, les CV où des candidats font des beaux CV tout en couleur avec les logos des entreprises plutôt que de mettre les noms, ben, ces CV-là ne passent pas au crible des ATS. Et donc ça, Yann, c'est un point. Oui, ATS, tu peux définir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, s'il te plaît. oui, c'est les systèmes de tracking de candidature que les entreprises aujourd'hui mettent en place. C'est-à-dire que vous envoyez des candidatures et il y a un système automatique de classement et de tracking qui permettent de justifier ou de classer les CV par pertinence en fonction des expériences que vous avez mis, des mots-clés qui sont dans le CV. Donc, l'intelligence artificielle, on va dire, appliquée à la sélection des CV. Et c'est super important ce point parce qu'aujourd'hui, on dit qu'en moyenne, pour une, pour une offre, on a à peu près 118 candidatures. C'est les chiffres qui ont été publiés par Forbes. Donc, c'est peut-être plus Amérique du Nord et Europe, mais je ne suis pas sûr qu'on soit très très loin non plus pour notre continent. Donc, ça veut dire que si on a 118 candidatures, si les CV ne trouvent pas les relais, les moyens de se mettre en valeur, ben, les ATS vont malheureusement faire un travail de tri et vous ne serez pas dans la liste des candidatures qui arriveront aux recruteurs. La cover letter ou ce qu'on appelle la lettre de motivation, de moins en moins on en voit aujourd'hui. Et en tant que recruteur, peut-être plutôt de la vieille école, je trouve que c'est une chance justement de se distinguer dans la lettre de motivation, d'expliquer son projet, d'expliquer ce en quoi on est différent, parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de personnes utilisent ou rédigent des lettres de motivation. Donc, c'est une opportunité à saisir en tant que candidat. Et j'ai mis également les extras, c'est-à-dire que parfois, les candidats ont été soumis à des tests de personnalité, ont compris des éléments de leur personnalité qui peuvent constituer des plus pour certains emplois. Ils peuvent réexploiter ces éléments-là et les mettre en valeur sur leur CV ou dans la lettre de motivation en permettant à l'employeur de comprendre qu'ils se comprennent eux-mêmes et qu'ils savent s'analyser. Et enfin, dans la préparation documentaire, méfiez-vous de vos références professionnelles, ou en tout cas, assurez-vous qu'elles sont bonnes. Vous ne pouvez pas savoir la quantité de fois que les candidats donnaient des références professionnelles, ou bien qu'elles n'avaient pas contacté, ou alors lesquelles références professionnelles étaient loin de donner une image aussi, on va dire, aussi positive que les candidats
croyait. Donc attention, le point de référence professionnel, validez, vérifiez et soyez-en sûrs avant de les communiquer au recruteur. Sur la question de la rémunération, qui est également un des points qui a été, une question qui a été posée, vous vous en serez rendu compte, les rémunérations sont relativement opaques. En tout cas, l'information est rare et la fiabilité est discutable parce que souvent, on mélange un peu tout. Par exemple, on va vous demander quelle est la rémunération moyenne d'un DAF ou d'un responsable financier. Sauf que dans cette comparaison, on va mettre, dans les études salariales, on va mettre le DAF d'une multinationale, on va mettre le DAF d'une entreprise africaine ou d'un groupe, et on va mettre le DAF d'une petite PME. Ça fait un écart considérable et qui ne donne pas la vraie nature d'information. Autrement dit, c'est à vous-même souvent de chercher l'information complémentaire et d'être on connaît toujours quelqu'un qui travaille quelque part, d'être à la quête de cette information-là. Euh, il y a un dilemme qui s'est posé pour particulièrement pour les entreprises multinationales qui avaient des filiales en Afrique et qui, dans les anciens modèles, il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, euh, avaient comme modèle ou bien le modèle d'expatriation ou les modèles de rémunération locale. Puis il est arrivé il y a une vingtaine d'années, un peu plus, les RIPAT, le phénomène des RIPAT, qui leur a posé un problème parce qu'il a fallu trouver un système d'harmonisation, euh, trouver un système qui rende la rémunération en interne plus équitable et ça les a obligés à trouver des modes euh, et des usages qui permettent aujourd'hui d'arriver à quelque chose de plus équitable. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est une des questions plusieurs questions avaient été posées dans ce sens, pour savoir, en tant que IPAT, comment est-ce qu'on peut se positionner. Et ce modèle que je vous ai mis là, c'est un usage. Attention, c'est un usage, ce n'est pas une règle, c'est un usage que j'ai constaté et que beaucoup de collègues constatent, qui vient du fait que certaines multinationales ont tiré vers le haut le marché de la rémunération pour attirer des RIPAT tout en essayant de conserver leur harmonie de rémunération dans les filiales en Afrique. Et ce modèle, il est le suivant. En général, ils vont chercher cette catégorie d'employés sur la base d'un salaire qui est équivalent à leur brut annuel précédent. Ils y ajoutent un indice d'ajustement au coût de la vie locale, c'est-à-dire si la personne est recrutée à Kinshasa versus si elle est recrutée à Cotonou, à Abidjan, l'indice du coût de la vie va faire un delta sur cette rémunération. Puis ils y ajoutent euh, une prime de déplacement, le fait que la personne se soit euh, déplacée. Puis, il y ajoute des avantages qui varient. Attention, ça n'est pas une somme d'avantages, c'est des avantages, souvent c'est l'un et ou l'autre, quelques-uns, mais rarement tous, qui vont des bonus sur objectif à la scolarité de l'enfant, au forfait de déménagement, au logement, au billet d'avion, etc. Attention, j'insiste bien, ce sont des usages, c'est-à-dire que c'est quelques grosses multinationales intervenant en Afrique qui tirent le marché vers le haut pour cette catégorie de population avec ce modèle-là. Et ça n'est pas 1 plus 2 plus 3 plus 4 la plupart du temps, c'est un et ou 2 et ou 3 et ou 4 plus donc les avantages, quelques-uns des avantages ou beaucoup d'avantages qui sont listés. Mais ça permet d'avoir une idée un petit peu aujourd'hui, de la manière dont les filiales, les multinationales en Afrique de l'Ouest particulièrement, recrutent les RIPAC. C'est un bon guide pour s'orienter. Alors, des questions aussi avaient été posées sur comment négocier une rémunération, quelles sont les stratégies de négociation. Euh, Moi, ça m'a amené souvent à rappeler à mes candidats que quand on parle de négociation en général, c'est qu'on est au clair déjà sur ce que l'on peut apporter et ce que l'on peut demander et qu'on est au clair sur la transaction que l'on peut faire. Quand on n'a pas fait le travail d'orientation, de démonstration de sa valeur, il est difficile de négocier. Et donc, la négociation passe par la compréhension claire de ce que l'on peut apporter et d'une orientation valeur.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais la manière de présenter l'information documentaire dans un CV. Il faut, autant que faire possible, faire des bullet points qui indiquent ce que vous avez changé dans le poste que vous avez occupé. Quelle était la situation avant? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez pu apporter comme delta de changement? Il y a des considérations culturelles à prendre quand on parle de négociation en Afrique. Ce sont notamment le fait que euh, il ne faut pas être, je veux dire, choqué que la rémunération, on n'en parle qu'à la fin. C'est comme ça. Vous pouvez faire autrement, mais chaque région a ses pratiques culturelles et souvent en Afrique de l'Ouest, que je connais particulièrement quand on parle rémunération des talents, c'est toujours à la fin. Et donc, il faut laisser venir le recruteur ou l'employeur sur la question de la rémunération. Il faut donc aussi accepter un degré d'imprécision dans les premières phases de la discussion. Tout ne sera pas nécessairement clair. Il faut accepter les allées et venues. C'est comme ça que ça marche plus souvent qu'autrement. Euh, Dans la négociation également, il faut savoir évaluer le coût et la qualité de vie dans le setting qui est proposé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Des fois, les employeurs font des propositions et les candidats ne sont pas en mesure de comprendre que la qualité de vie dans un pays est différente d'un autre et donc elle ne peut pas être, si elle devait être monétisée, elle ne peut pas être monétisée à la même valeur. De même, certains éléments d'avantage que l'on propose, je ne sais pas, je prends par exemple une maison et l'électricité partiellement, totalement prise en charge à Kinshasa, ça a une valeur considérable parce que dans cette ville, les questions de coupure des dispositions de logement ces problèmes sont faramineux. Et donc, il faut bien peser la valeur des différents avantages que l'on vous donne. Euh, ensuite, j'ai eu à plusieurs reprises à conseiller des talents dans l'appréciation des projets qu'ils ont à mener, c'est-à-dire que lors des entretiens initiaux ou finaux avec les recruteurs nous donnent une idée des projets à mener. Et souvent, ces projets sont des projets qui peuvent faire éclater une carrière, enfin, la booster, parce que c'est des projets auxquels le talent n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas eu accès s'il était dans son précédent emploi. Et souvent, il faut mener une évaluation juste de, de la valeur et du caractère propulseur de ces projets et le mettre en pondération avec la rémunération qui peut être équivalente ou un peu plus basse que celle du, euh, du précédent emploi. Ensuite, il faut évaluer les perspectives d'évolution et il y a quelques variables d'ajustement quand on négocie une rémunération, c'est-à-dire que on peut accepter une rémunération qui soit initialement pas trop, pas suffisamment importante, donc pas à la hauteur de ce que l'on cherche, mais euh, négocier des hausses avec le temps ou sur la base de résultats effectifs que l'on a convenu avec l'employeur. La proportion du bonus est également une variable qui peut entrer dans la négociation. On peut avoir une rémunération qui soit finalement initialement humble, mais avoir un bonus sur les résultats qui soit élevé. Et enfin, dans certains types d'entreprises, plutôt les startups et les petites entreprises, certains employeurs, certains patrons proposent de l'equity, c'est-à-dire des parts dans la société, euh, adossées à la temporalité, c'est-à-dire à l'assurance que le talent, le candidat reste longtemps dans l'emploi. Voilà. Super, merci, Merci. merci beaucoup. Merci Yann pour ces insights. Ce qui est marrant, c'est que je revoyais les questions qu'on a collectées et toutes les réponses sont déjà là, en fait. Il y a la majorité des questions qui ont été adressées. Donc, franchement, c'était super intéressant. Je pense que pour les participants, comme pour moi, on a beaucoup appris sur ces différentes notions de comment est-ce qu'on se positionne. Je pense que le volet LinkedIn, je ne le voyais pas aussi prenant, en fait. Nous, entrepreneurs, on n'a pas le choix.
Tu vois, nous, entrepreneurs, tu as vu la page d'entourage, aussi bien le LinkedIn d'entourage que mon LinkedIn à moi, tu vois comment je communique parce que c'est mon entreprise, c'est normal qu'on communique. Mais pour les salariés, je n'avais pas forcément cette perspective que dans le monde d'aujourd'hui, ils doivent avoir un personal branding et que vous, les chasseurs de tête, c'est quelque chose d'important pour vous. Jusqu'à 25% de leur temps doit être mis sur le personal branding. Mais comment font ceux qui ne sont pas à l'aise pour communiquer et qui se disent, mais je suis un développeur, je donne un exemple, hein. Je suis un responsable marketing. Le marketing, c'est facile. Je suis un IT guy à la BCAO, là. Qu'est-ce que je raconte en ligne, au fait? Alors, il y a deux choses, hein. On n'est pas obligé d'être un grand communicateur. L'idée, c'est de savoir, d'être au fait sur l'image que vous voulez que votre futur employeur ait de vous. Et donc, Hmm. de préparer le terrain pour que quand cette opportunité se présentera, il n'y ait plus de doute que c'est vous. Ça veut dire, quand on prend un IT guy, je ne sais rien dans la cybersécurité, si le périmètre qu'il a défini est clair, son sujet à lui, ce sera de prendre des informations, des articles, et sur les articles, par exemple, de rebondir sur des réflexions particulières, de montrer son axe original de pensée sur les sujets, de montrer qu'il connaît. Il pourra aussi valablement aller intervenir sur des groupes thématiques LinkedIn. On l'oublie souvent. Et nous, les recruteurs, on va souvent dans les groupes thématiques voir comment les talents se positionnent, voir leur articulation, voir leur originalité de pensée, etc. Parce que l'intérêt de LinkedIn versus un CV, c'est que, bon, un CV, il est classique. C'est assez, on dit que souvent enfin, moi, cette image, j'utilise le CV, c'est le cadre et les lignes, c'est assez limité. Alors que LinkedIn, pour rester dans le domaine de la peinture, LinkedIn, c'est les images et les couleurs parce qu'il y a de la variabilité, parce qu'on peut on peut s'autoriser de donner une image de soi, etc. Et donc, les recruteurs que nous sommes vont chercher de l'additionnel sur ce que sont les talents sur les réseaux sociaux professionnels notamment. D'accord. OK, donc là, je vois mieux. C'est pas juste faire des publications pour faire des publications. Voilà. Non, Et voilà, déjà parler de son secteur et intervenir dans des groupes thématiques parce que c'est ce que tu appelles la trace digitale. exactement. Très clair, très clair. Une question qui est revenue également dans le chat que tu verras tout à l'heure, c'est on comprend quand les multinationales font appel à toi, mais côté salarié, comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on fait appel à un chasseur de tête? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est monétaire? Est-ce que c'est juste se faire opérer? Voilà. Comment ça se passe la démarche de salarié vers chasseur de tête? Le talent, tu veux dire? Le Et le talent talent, qui... pardon, le talent, oui. Ah non, 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 mais c'est très simple, de deux choses l'une. Ou bien le talent nous contacte parce qu'il souhaite se positionner sur une offre sur laquelle on recrute, qu'on a publié ou dont il a appris que l'on recrutait. Parfois, on recrute de manière confidentielle et l'information circule. Et donc, à ce moment-là, ben, il se rapproche d'une manière classique, CV, machin, blablabla. Ou bien, il est en train de préparer son next step. Et c'est en ça que c'est plus stratégique. Et à ce moment-là, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, trouver la manière intelligente de rentrer dans la conversation avec le chasseur de tête, lui faire comprendre en quoi notre profil est particulier, donner des exemples, lui faire comprendre humain qu'on le suit. Ah, on a déjà entendu parler de vous dans tel machin. Voilà. Et donc, voilà, c'est deux façons différentes d'approcher le chasseur de tête. Maintenant, certains chasseurs de tête, quand ils sont indépendants notamment, ont des offres de coaching individuel euh, pour les talents et c'est ce que l'on fait également. Très bien. OK, très clair. Donc, j'ai quelques questions, pas beaucoup, parce que du coup, il y en a plein que tu as déjà adressées durant la présentation, mais il y en a deux, trois là que j'aimerais avoir ton avis dessus. C'est une question qui est revenue souvent, hein. Aujourd'hui, de par les différents recruteurs qui te font appel, c'est quoi les tendances de recrutement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, apparemment, en termes de secteur, rôle ou profil recherché? Alors, il y a deux chiffres qui permettent de comprendre très clairement, et quand on les comprend, on sait pourquoi ces secteurs-là sont super importants. Euh, il va y avoir, à horizon 2050, 1,3 milliard d'habitants sur le continent. Oui, Ces 1,3 milliard d'habitants, il va falloir les nourrir, les loger, leur donner des infrastructures d'énergie pour circuler et voilà, pour avoir de l'électricité. Et tout ça se fera avec de manière transverse la transformation numérique. Ça veut dire que les secteurs qui booment et qui vont continuer de boomer pour les 10 à 15 prochaines années, c'est l'énergie et tout ce qui est les métiers verts, énergie renouvelable, métiers verts.
parce que l'énergie renouvelable, dans une vingtaine, une trentaine d'années, constituera la moitié de la production d'énergie totale. Donc, c'est colossal. Ok. Il va y avoir le secteur de l'agro-industrie, bien entendu, pour passer de l'agriculture qui est plus ou moins de subsistance aujourd'hui à une vraie agriculture intégrée de transformation. Il y a déjà les secteurs du BTP, de la construction des infrastructures logiques, et il y a tout le secteur du digital et la transformation numérique qui prend une importance colossale pour différentes raisons. Euh, Avec le développement de l'IA, même de la blockchain qui monte en puissance aujourd'hui, il y a des enjeux de cybersécurité très importants. Et donc, ces métiers et ces fonctions sont déjà très recherchés et vont aller croissant. Dans les secteurs liés à la numérisation et à l'informatique, les fintech, les edtech, éducation et technologie, sont en pleine croissance également. Donc voilà un peu sur les secteurs, que ce soit Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, les secteurs qui vont boomer. Il y a il y a deux choses assez récentes qui traduisent l'importance que ça va prendre en Afrique de l'Ouest. Il y a peu de temps, enfin, il y a 2 ou 3 ans, Google a créé son premier centre pour Bien. designer des produits africains. Le centre de design des produits est basé à Nairobi et le centre de recherche sur les IA basé à Accra. Ça vous dit tout sur ce qui arrive en la matière. Hmm. Très clair. OK, super intéressant. Donc, je résume les 4 secteurs hein, pour l'audience. Énergie renouvelable, agro-industrie, BTP, construction, digital et transformation numérique avec toutes les sous-variantes. OK. Tout à Et fait. dans ce secteur-là, les recruteurs, les entreprises multinationales ou entreprises locales, tu reçois de la demande sur ce genre de secteur. En fait, c'est en tendance également. C'est Absolument, dans tout à fait. Oui, oui, recherche. tout à fait. Très clair. Très clair. J'ai une petite question sur l'approche de recrutement. Dans un processus de recrutement, quelles sont les clés pour se démarquer des autres candidats et maximiser ses chances d'être retenu? Donc là, on parle de quelqu'un que tu as spoté, le profil a déjà été voilà, screené, plus ou moins approuvé, mais c'est dans la phase d'entretien. C'est quoi les petites conseils ou astuces que tu donnerais à notre communauté pour se démarquer et aller plus loin que juste le CV? Hmm. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'erreur que l'on fait souvent, c'est de penser que le processus d'entretien, que l'entretien est quelque chose de mécanique où il faut être voilà, droit. Or, ce qui fait que l'on va se souvenir d'une personne, c'est la capacité à mettre de l'émotion et de l'authenticité dans l'échange. Donc, transformer le moment d'échange, de recrutement en une narration, Hmm. narrer son expérience, mettre du vivant dedans, mettre de l'authenticité, ne pas hésiter à mettre de l'émotion. C'est ça qui fera que l'on retiendra une personne 3, 4, 5, 10 ans après. Moi, par exemple, j'ai très mauvaise mémoire. Et je me suis souvent demandé, qu'est-ce qui fait que je me souviens de candidats 4, 5, parfois 10 ans après. C'est ça. Hmm. C'est le fait que dans l'échange, il y a eu quelque chose d'autre que juste le listing de ce que j'ai fait de manière droite. Il y a de l'émotion. Bien entendu, si vous n'êtes pas compétent, bon, ça ne marchera pas, hein, mais c'est ce que je veux dire, c'est essayer de mettre de l'émotion, de l'authenticité, de la narration dans l'échange. Très bien. OK, de l'émotion, c'est bien retenu. Deux dernières questions ici avant qu'on aille rapidement dans le live. Comment est-ce qu'on gère la démission? Comment bien préparer parce qu'en Afrique, tout le monde se connaît. Bon, en Afrique, dans nos pays, tout le monde se connaît. Donc, comment est-ce qu'on prépare une démission et éviter les conflits avec l'employeur actuel pour partir en toute sérénité? C'est un point extrêmement important. C'est vrai que tous la plupart des recruteurs dans une capitale ouest africaine, les gros recruteurs, se Mhm. connaissent, se Oui, fréquentent, et surtout aussi fréquentent les recruteurs, les chasseurs de tête. Donc, une information circule très vite. c'est ça. Très vite. Ça veut dire que le talent qui démissionne a tout intérêt à faire les choses de manière clean, c'est-à-dire commencer à en informer son employeur. Une fois qu'il l'a fait,
laisser une trace écrite par un document avec recommandé et accusé de réception. Et Mhm. ne pas hésiter à mettre peut-être plus de temps qu'il ne faudrait légalement dans la passation et assurer l'employeur de notre disponibilité à assurer une bonne passation. Vraiment, c'est un point super important parce que tout le monde se connaît. C'est Tout ça. le monde se connaît. Et moi, j'ai eu à avoir des cas où parfois des talents étaient injustement grillés. euh, voilà, on n'a pas pris des précautions de cette nature-là. Donc vraiment, il faut faire attention à ces choses. Ouais, non, c'est hyper important. OK. Donc, merci pour cet insight. Et peut-être une question pour les recruteurs qui t'écoutent. Comment est-ce qu'on, parce que c'est souvent ça qu'on ne voit pas en Afrique, la marque employeur. C'est quoi les stratégies, une ou deux stratégies que tu donnerais aux recruteurs, aux employeurs pour attirer et retenir les meilleurs talents locaux et internationaux en valorisant leur marque employeur? Il y a très peu de marques employeurs qu'on connaît aujourd'hui en Afrique. Voilà. Hmm. Euh, Disons qu'en fait, bon, déjà, la question de marque employeur, c'est une question d'authenticité et de cohérence de l'image. Et donc, les employeurs qui veulent attirer par leur marque employeur doivent s'assurer que leur communication dégage et fait comprendre ce que c'est que leur ADN et leurs valeurs. C'est super important. Souvent, Mhm. on fait la marque employeur, enfin, les gens, je vois faire de la marque employeur, mais les gens oublient que l'essentiel, le but premier, c'est à tous les moments, que tous les messages convergent vers notre valeur, c'est ça. C'est ça. Nos points importants, c'est ça. Pour que les gens se reconnaissent et adhèrent. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que souvent, les employeurs en Afrique limitent, quand ils ont ils ont une stratégie de marque employeur, limitent ça à la partie amont, c'est-à-dire avant le recrutement ou éventuellement au recrutement et à l'insertion des candidats. Oui. Or, la marque employeur, c'est tout le long du process du collaborateur, c'est-à-dire avant le recrutement, quand il a été recruté, quand il est formé, il est en développement, quand on le fidélise et quand il sort. Autrement dit, c'est tout le long de ce process-là, Oui. c'est ce que l'on fait, l'entreprise fait par des stratégies RH, par du marketing, par de la communication, pour rendre le parcours du collaborateur, de tous les collaborateurs, extrêmement plaisant, de sorte à donner envie aux gens qui regardent, aux talents qu'ils veulent attirer, d'intégrer la structure. Et Tout donc, à fait. quand on ne fait pas attention à ça, on se limite simplement on va dire, au début du process, c'est-à-dire avant le recrutement et au recrutement. On met l'essentiel de l'énergie là en termes de marque employeur, alors que non, c'est tout le long. Donc voilà deux, trois conseils déjà de ce que je vois, moi, Oui. des erreurs que les employeurs font en termes de marque employeur sur le contenu. Super. Merci beaucoup, Yann. On va marquer une petite pause où tu vas regarder les petites questions qu'on a dans le live. C'est tout en bas, la Q&R. Tu as un petit chiffre 9 dessus. Il y a une 9 questions. Il y en a quelques-unes qu'on a déjà marquées comme répondues quand tu répondais, hein. Donc, regarde les questions. Tu vas en prendre deux, trois. Pendant que tu regardes tranquillement, je vais répondre à la question principale pour ceux qui veulent échanger avec toi. Donc, je reprends la main pendant 5 minutes juste pour présenter la collaboration entre Yann et Entourage. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tu vois mon écran, Yann, par hasard? Euh, oui. Voilà, donc je prends 5 minutes pour pour présenter la collaboration entre Yann et Entourage. Et après, on choisira les deux, trois questions auxquelles tu veux répondre dans le live et ça marquera la fin de notre masterclass. Donc, déjà, merci à Yann pour tous ces insights qu'on a eus, aussi bien pour les talents parmi nous, pour les entrepreneurs, pour les recruteurs, pour ceux qui veulent échanger en privé avec Yann sur leurs problématiques liées à leur carrière ou même au recrutement dans leur entreprise. Et la solution, c'est Entourage. Il y a trois étapes, hein, trois étapes clés avec lesquelles Yann peut accélérer votre trajectoire. C'est très simple, c'est en réservant une session en tête à tête avec lui. Les sessions sont de 30 minutes ou de 1 heure avec Yann, qui est un chasseur de tête international qui aide les entreprises et les talents à trouver leur next step sur le continent. Comment ça se passe en trois étapes? Lorsque vous réservez, vous envoyez les questions en avance pour que Yann prépare la session. De telle sorte que dès qu'il rentre dans l'échange avec vous, il vient avec une feuille de route pratique pour vous aider à mettre en place votre ambition, hein, sur le continent. Et après l'appel, l'équipe Entourage et moi-même, on fait un petit suivi pendant 2 mois avec vous. Toutes les 2 semaines, on vérifie régulièrement est-ce que vous arrivez à mettre en place ces conseils et on vous soutient du mieux qu'on peut. Donc, c'est ça la proposition de valeur sur Entourage. Parler avec un expert comme Yann sur Entourage, parler 1 heure avec Yann sur Entourage et vous réglez le problème qui vous empêche de dormir depuis des semaines. Avec Yann, c'est très simple, c'est tous les samedis. Il nous consacre 1 heure par semaine
pour échanger avec les talents d'entourage. Donc, si vous êtes prêt à faire avancer votre carrière en Afrique parce que vous êtes un professionnel ambitieux qui vise à progresser rapidement et sereinement, parce que vous souhaitez propulser votre carrière sur le continent, ou même parce que vous êtes en reconversion professionnelle et que vous cherchez une orientation concrète sur le marché, ben, vous pouvez réserver une session avec Yann. C'est les samedis à 10h GMT qu'il reçoit, voilà, qu'il échange avec les talents et vous avez droit à un accompagnement suite à cette session-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? En réservant une session de 30 minutes ou de 1 heure avec Yann, vous avez droit à une préparation stratégique en amont avec l'équipe entourage pour vous aider à tirer, à préparer votre session et à tirer le meilleur parti de cette session avec Yann. Vous avez ensuite droit à 15 minutes supplémentaires, c'est-à-dire que vous payez pour 1 heure. Vous avez 1h15 d'échange avec Yann. C'est hyper important parce que le premier échange, vous rentrez vraiment en profondeur sur vos problématiques de carrière. Et surtout, vous avez droit au suivi personnalisé de 2 mois qui est réservé uniquement à toutes les personnes qui réservent une session de 1 heure sur Entourage. Pendant 2 mois, Entourage sera votre cheerleader. On sera à vos côtés pour vous aider à mettre en pratique les conseils et être sûr qu'au bout de 2 mois, vous arrivez à obtenir, à réaliser vos ambitions sur le continent. Et tout ceci, ça a un coût, bien sûr. Yann, aujourd'hui, nous consacre son temps sur Entourage 1 heure par semaine. Et pour réserver une session, ça coûte normalement 200 euros pour échanger avec Yann. Mais vous avez droit à un code promo de 25%, Yann 25 ça s'appelle, qui vous donne droit à 25% de réduction sur votre session avec Yann. Donc, ça vous donne droit à donc, 150 euros au lieu de 200 euros pour échanger avec Yann pour 1 heure ou 90 euros au lieu de 120 euros pour échanger avec Yann sur 30 minutes. Donc, le code promo, je répète, c'est Yann25. Ça dure 48 heures. Ça vous offre droit à 25% de réduction sur votre session de 1 heure ou de 30 minutes avec Yann. Et l'idée de cette session, hein, c'est que vous allez pouvoir échanger en one-to-one, présenter votre cas, il prépare la session en amont et il apporte les réponses. Et tout ce qu'on dit là, les clients l'ont déjà testé. Il y a des témoignages sur le profil de Yann. Et je crois, Yann, si je me trompe, qu'on a une petite surprise pour toi. On a une de tes clientes qui est en ligne et qui voulait te faire un petit coucou et témoigner. Est-ce que Farzati est en ligne? Allô? Oui, attends. Bon. Ah, Farzati, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on voit ta caméra? Ah oui, on la voit là. Bonjour. Comment ça va, Farzati? Ah, merci de Bonjour. nous envoyer ton coucou Très en ce bien, samedi. merci. Vous m'entendez? Mieux on t'entend, Farzati. Yann, Ok, Farzati parfait. a témoigné voilà, de l'accompagnement, de l'échange qu'elle a eu avec toi et de l'accompagnement entourage. Voilà. Donc, on lui donne la parole à Farzati. Bonjour, bonjour Yann, bonjour Haddad, bonjour tout le monde. Bonjour, Farbatier. Farzati, de Mayotte. En fait, j'ai un projet, parce que dans la supply chain, et j'ai un projet de rédac. Et j'avais déjà assisté à la première masterclass d'entourage et je ne connaissais pas du tout. Je trouve, pareil comme Yann, que l'initiative est juste extraordinaire. Et moi, j'hésitais entre plusieurs experts. Désolée Yann, au début. Et donc, parce qu'il y avait plus. C'est ça, ce qui est bien avec Entourage, c'est qu'on a vraiment accès à plusieurs experts, parfois dans le même domaine, parfois dans des domaines complémentaires. Donc, moi, j'ai hésité entre deux experts. Et j'ai pris un rendez-vous avec Haudat, je lui ai exposé mon projet, voilà, mon projet. Et elle m'a orienté plutôt vers Yann, qui aurait pu mieux répondre à mes questions, ce qui a été le cas. Donc, comme Radat l'a annoncé sur la slide précédente, j'ai envoyé mon CV, mes questions, une note additionnelle sur qui j'étais et mon projet. Donc, il y en a pu préparer tout ça en amont. Comme ça, on a pu maximiser vraiment l'heure ensemble. C'était plus à une découverte, ils savaient déjà voilà, comment répondre. Donc, il a répondu à toutes mes questions, à des questions additionnelles que je n'avais pas envoyées en amont. Il m'a donné plein de retours d'expérience de ses anciens talents qu'il a accompagnés, les différentes tactiques qu'eux ont aussi utilisées, que je puisse aussi m'en inspirer. Vraiment, j'ai posé des questions et je suis ressortie de là avec un vrai plan d'action. Parce que là, en ce moment, je suis à Abidjan. Je voulais tester. C'est l'un de ses premiers conseils, c'est d'aller sur place et de tester. Donc, moi, j'y étais déjà. Donc, il m'a donné un plan d'action sur le court terme, sur ce que je devrais faire ici à Abidjan, sur le moyen terme, sur les formations complémentaires que je pourrais réaliser pour augmenter un peu plus la valeur de mon profil et un peu sur le long terme aussi, sur comment, parce que j'aimerais bien shifter ma carrière, sur ce que je devrais faire pour le long terme un peu. Donc voilà, superbe expérience, je recommande. Super. Merci, Farzati. Voilà. Yann, merci, Farzati, pour cette témoignage. Yann, je te laisse le mot. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Bah, écoute, Farbatier, ça me donne droit au cœur. Je suis surtout content que ça ait été utile et que ça ait débouché sur un plan d'action dont j'espère que tu assures la mise en œuvre et que tu me tiendras au courant des résultats. T'inquiète que nous, on est derrière elle.
Ça sera fait, ça sera fait. C'est ça. Donc, Euh, Charlotte est avec nous sur un suivi de 2 mois. Du coup, on va l'appeler toutes les 2 semaines et voir où elle en est, de quoi elle a besoin, est-ce qu'on a des contacts à lui donner. Voilà, c'est tout un accompagnement et c'est ce qu'on fait avec les talents et entrepreneurs de la communauté entourage. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Farzati, pour ce témoignage. Merci d'avoir pris le temps de venir voilà, témoigner pour Yann, pour cet accompagnement que tu as eu. Et donc, voilà, le charbon de la communauté, c'était pour vous montrer. Hein, tout ce qu'on dit, c'est pas que des slides, c'est pas que de la théorie. C'est des choses pratiques qu'on fait déjà avec nos experts. Donc, Yann accompagne déjà des talents. Et en voilà une qui a voulu témoigner. Donc, Yann, on va prendre peut-être quelques questions dans le live. Si tu en as repéré une ou deux que tu aimerais adresser. hmm, Et, peut-être là. en parallèle, pendant que tu réponds aux questions, il y a un petit sondage qui va apparaître à l'écran. Pour ceux qui veulent échanger avec Yann, remplissez le sondage dès lundi. Mes équipes et moi-même, on vous appelle pour vous assister, pour réserver votre session avec Yann. Donc, il y a un petit sondage qui apparaît là. Voilà, pour ceux qui ont besoin d'assistance, vous remplissez le sondage. On vous appelle dès lundi pour vous assister, pour réserver. Et pour ceux qui peuvent le faire tout seul, il y a le lien dans le chat. Vous avez le lien du profil de Yann dans le chat. Vous cliquez dessus, vous mettez le code promo Yann25 et vous réservez votre session sur Entourage. Voilà, le sondage est là pendant 2 minutes. Yann, à toi la parole pour les questions que tu veux aborder. Ça marche. Alors, je vois plus l'écran du coup. Ah oui, très bien. Oui, il y avait une question, la question de Stéphane là, qui me semble intéressante. Quelle stratégie un professionnel basé à l'étranger peut-il mettre en place pour sécuriser un poste en Afrique avant son retour, afin d'éviter les erreurs courantes qui retardent le positionnement en Afrique? Alors, justement, peut-être répondre, quelles sont les erreurs courantes que moi je vois et que je vois depuis 15 ans que je accompagne les talents. L'erreur courante, que font les talents, c'est de penser que un retour, enfin, c'est- ils pensent le retour comme un projet de vie. Et souvent, je leur dis, mais c'est un projet de vie. Quand vous pensez à un projet de vie, ça ne se concrétise pas en 3-4 mois. C'est-à-dire que souvent, ils espèrent que à partir du moment où ils ont décidé de rentrer, dans les 3, 4, 5 mois, l'offre ou les offres super vont se présenter. Non. La durée moyenne du process à partir du moment où un talent je sais pas, 5, 10 ans d'expérience, décide de rentrer en Afrique et qu'il trouve la bonne opportunité, la durée moyenne que moi je constate, c'est entre allez, 6, 7 mois et 1 an. Autrement dit, il faut s'y prendre à l'avance, première chose. Seconde chose que je vois beaucoup également et qui explique un peu la peur des DRH de ce qu'on appelle les back-out, c'est-à-dire venir, repartir ou venir ou ne pas faire l'affaire parce qu'on n'est pas, il n'y a pas de fit culturel, c'est le fait que parfois les talents sont restés un petit peu loin du marché et ont perdu pied avec la manière dont les réalités fonctionnent en Afrique. Euh, Or, ce que les employeurs demandent, c'est la capacité justement de fonctionner sur les deux pieds, les deux mondes, d'avoir la compréhension du monde corporate, etc., mais de comprendre également les incertitudes liées au fonctionnement du marché africain. Et donc, quand on a perdu ce pied, la chose à faire, quand on a un projet de vie, c'est un projet de long terme, il faut investir dans un billet, il faut investir dans le voyage et aller sur place, rencontrer les gens et se rebrancher avec les réalités. Voilà. Et puis, bien entendu, la question, ah oui, la question des chasseurs de tête. L'information, on a dit, l'information était rare. Et que ce que l'on voyait des annonces ne représentait pas la quantité et la qualité de tout ce qui existe. Autrement dit, il faut aller vers des gens qui ont cette information et ce sont les chasseurs de tête. Et ne pas se contenter d'un chasseur de tête. Il y a plein de chasseurs de tête Afrique partout, sur le continent et en dehors du continent. Il faut multiplier les relations personnalisées avec chacun de ces acteurs qui sont susceptibles d'avoir des offres et des clients différents. Clair, très clair. Merci Yann. Est-ce qu'il y a une autre question que tu avais repérée? Euh, Tu avais repéré au cas où? Moi, j'ai peut-être une question que je lis en griffe là. Là, on a parlé quand même des RIPAT, tout ça. En tant que chasseur de tête, est-ce que ton recrutement pour la cible qui est sur le continent, qui veut faire une transition régionale, voilà, comment ça se passe? Est-ce que les conseils s'appliquent également ou voilà, est-ce qu'il y a des parties particulières? Absolument, absolument. Et il y a de plus en plus, il y a de plus en plus aujourd'hui de demandes de ce type de profil. D'ailleurs, ils sont entre guillemets, en concurrence avec les RIPAT parce qu'aujourd'hui, Voilà, les groupes africains et les multinationales ont développé, avec l'augmentation du niveau d'éducation supérieure et la qualité en Afrique, ont développé des talents qu'ils ont fait bouger de c'est ça. filiale en filiale et qui ont acquis vraiment une très bonne connaissance du terrain et notamment par les académies d'entreprise, ils sont arrivés à des niveaux très intéressants. Et donc, les conseils que moi j'apporte valent pour les deux types de publics. J'accompagne également des talents euh, dans leur mobilité régionale en Afrique, bien sûr.
Exactement. OK. Peut-être une dernière question pour toi. Qu'est-ce que un talent, à quoi un talent peut s'attendre quand il vient échanger avec toi sur Entourage? C'est quoi les sujets que tu peux, comment tu peux accompagner un talent sur Entourage? Voilà. Alors, ce sont tous les sujets, bien entendu, liés au positionnement et au développement de carrière de manière générale et en Afrique en particulier, avec peut-être quelque chose de plus, c'est que je suis désormais, je suis en train d'achever une certification en coaching, donc une méthodologie particulière de coaching qui permet l'accompagnement avec des méthodes et des process rodés. Donc, voilà. Très bien. Et tu disais tout à l'heure, il faut donner la valeur, hein. Il faut apporter il faut toujours se demander comment est-ce qu'on apporte de la valeur avant de demander de la valeur. Du coup, c'est une question que je pose aux experts en général. Qu'est-ce que les talents peuvent, c'est quoi les sujets qui te préoccupent, mais qu'est-ce que les talents peuvent t'apporter à toi pour t'enrichir? Ah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure que le chasseur de tête était aussi, et parfois surtout un commercial, qui Mhm. doit développer son réseau, qui doit développer la connaissance sectorielle. Donc, quand un talent est spécialiste d'un secteur où il a de l'information qui m'intéresse, parce que ça me permet, moi, d'être plus pertinent sur mon secteur, et qu'il me dit, j'ai cette information, ça m'intéresse. Donc, le talent peut m'approcher avec de l'information qui m'est utile. Et là, et je ne l'ai D'accord. pas toujours. Très clair, très clair. Donc, je pense que voilà, on a quand même les éléments, les principaux éléments de réponse. Malheureusement, Yann ne pourra pas répondre à toutes les questions dans le chat parce qu'il a un autre rendez-vous. Mais voilà, l'essentiel est dit. Pour ceux qui veulent avancer avec lui, vous avez accès à sa page. Donc, le lien est dans le chat, hein. Pour ceux qui veulent échanger avec Yann, le lien est dans le chat. C'est très simple. Si vous souhaitez voilà, apprendre à mieux vous positionner, travailler votre projet de carrière, venez faire challenger votre projet professionnel en Afrique auprès de Yann. Réservez directement une session sur Entourage. Le lien est dans le chat pour avancer avec Yann. Et la prochaine masterclass, Yann, la personne qui prendra ta place samedi prochain, c'est un autre expert. Je crois que tu le connais parce que tu m'avais parlé de lui récemment. C'est Sename Kofi Agwedjinou, qui est du coup un architecte, mais architecte durable. Donc, il est vraiment sur les questions les questions, des problématiques de comment est-ce qu'on construit des villes durables pour l'Afrique et en Afrique. Donc, sa thématique sera sur l'Afrique 2050, construire les villes durables de demain, les clés pour saisir les opportunités de l'immobilier d'impact. Donc, si vous connaissez des personnes intéressées par cette thématique, hein, des architectes, des gens dans l'immobilier, des créatifs, partagez le lien de la masterclass. C'est dans le chat, c'est une fois de plus dans le chat, le lien pour vous inscrire à cette masterclass et venir apprendre samedi prochain à 10 h. Yann, je te laisse le mot de la fin. Déjà, je te remercie. J'invite les membres de la communauté, hein, comme moi, qui ont beaucoup appris à envoyer des petits messages, des petits pouces pour remercier Yann pour son temps, pour ces insights qu'on a eu. On en a eu beaucoup, beaucoup d'informations. Maintenant, c'est à tout un chacun d'appliquer cela pour aller plus loin et plus vite. Et pour ceux qui veulent se faire accompagner, la réponse est sur Entourage. Donc, merci Yann pour ton temps et je te laisse le mot de la fin pour conclure cette masterclass. Mais je conclurai en vous disant, vous, merci, parce que le métier de chasseur de tête, c'est un métier que j'adore, parce que c'est un métier où on s'enrichit beaucoup de la variété des gens que l'on accompagne et de la variété des secteurs dans lesquels on travaille. Et ce genre d'échange me permet toujours d'affûter mon métier, de voir des problématiques peut-être parfois qui m'échappent ou qui sont en train de monter chez le public que j'accompagne. Et donc, merci à l'entourage pour cette opportunité et merci à votre, votre auditoire. Merci bien Yann, merci à toi. Et je dis merci à tout le monde qui était là ce matin. On se retrouve samedi prochain sur Entourage pour apprendre encore plus. À très bientôt. Ciao, ciao Yann. Au revoir tout le monde. Merci Farzati encore.